Toute la vie sur la planète actuellement a pour origine Luca. Il y a un code génétique, il y a les mêmes molécules qui sont utilisées par tout ce qui vit. Donc la conclusion que les gens ont tirée de tout ça, c'est qu'il y avait eu un ancêtre originel. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon appétit si vous nous écoutez alors que vous êtes à table. On parle de santé, vous le savez, et de bien-être dans cette émission. Mais on va parler de biologie ce matin avec mon invité, le Christian Sardet. J'allais vous dire professeur. Christian Sardet, vous êtes le bienvenu. Merci. Vous êtes biologiste, spécialiste des cellules, des molécules et des embryons. Vous êtes passionné par l'imagerie scientifique et artistique des cellules et des organismes dont vous êtes l'un des pionnier, vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Vous avez navigué sur toutes les mers du globe, notamment avec une expédition dont le nom était Tara Océan, multi-récompensée. Vous publiez Les cellules, une histoire de la vie aux éditions Ulmer. C'est un livre magnifique, mais à quel genre appartient votre livre? Est-ce que c'est un livre scientifique? Est-ce que c'est un livre d'art? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un hybride? Est-ce que c'est un ovni? Oui, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Un ovni. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, vous êtes un peu un ovni quand même. Votre livre est magnifique. J'aimerais qu'on mette un petit peu d'images. J'espère qu'on va faire passer des images dans cette émission aujourd'hui. C'est le livre déjà de la vie d'un chercheur. Oui. De tout, qui recense beaucoup des connaissances que vous avez eues dans cette vie. Alors chez vous, tout a commencé, c'est ce que vous expliquez à la fin du livre, par votre grand-père qui vous offre un microscope. Oui, c'est exact. Il n'y avait pas de biologiste dans ma famille, mais mon grand-père a eu la bonne idée de me donner un petit microscope qui doit être le seul objet que j'ai de ce temps-là, d'ailleurs. Vous avez quel âge à l'époque? Je devais avoir une douzaine d'années, je pense, 12-13 ans peut-être. Donc c'est les années 60 Voilà, les années 60, dans un petit village des Deux-Sèvres, où il y avait des mares, comme dans tous les villages. Et je me suis mis à regarder les petits animalcules qui étaient dans ces mares. Et je pense que c'est ça qui m'a influencé, une sorte de vocation précoce pour ce qui vivait. Ouais. Et un professeur au collège également qui a aidé à renforcer votre vocation. Oui, effectivement. J'avais un professeur qui vraiment était différent des autres. Il nous emmenait dans les champs pour regarder la nature et comprendre la biologie. Donc oui, c'était une influence aussi importante, je pense. Alors en 60 ans, vous avez connu les progrès des microscopes, de la microscopie. Qu'est-ce qui a changé finalement dans la façon dont les machines aujourd'hui regardent les choses? C'est-à-dire que les microscopes sont devenus des machines à intégrer les connaissances de l'optique, bien sûr, comme les microscopes le faisaient autrefois, mais aussi de l'électronique, de l'analyse d'images. Donc sont devenus peut-être les objets technologiques les plus complexes de notre temps. Très loin du microscope que vous avez offert votre grand-père. Oh, tout à fait, très loin. Oui, très loin. Et ça continue d'évoluer d'ailleurs. Donc, ça continue d'évoluer surtout dans la microscopie électronique, mais aussi dans la microscopie optique, en poussant la résolution, en voyant des choses de toujours plus petites, jusqu'au niveau des atomes, quasiment, pour la microscopie électronique. Voilà, donc effectivement, j'ai vécu cette période extraordinaire. Ouais. Vous partez aux États-Unis à la fin des années 60, à Berkeley, oui. Prestigieuse université, oui. Qui vous ouvre sur le monde, sur un champ de connaissances que vous ne pouviez même pas soupçonner. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce voyage aux États-Unis, à la fin des années 60 ? Oui, une ouverture. C'est sûr que... Bon, c'était en même temps une grande époque à San Francisco avec tout un tas d'expérimentations liées au mouvement hippie, la musique, etc. Donc un ferment, les mouvements People's Park et d'autres mouvements, disons, intéressants d'un point de vue social. Donc ça, c'était aussi mélangé avec effectivement avoir des cours de très grande qualité, très enthousiasmants, écouter des conférences de tout azimut. Donc tout ça, c'était un mélange très fécond, oui. Alors vous y passez combien? 4 ans? 4 ans, oui, c'est ça. Après, vous revenez en France, donc vous partez à Gif-sur-Yvette.
au Centre de génétique moléculaire. L'imagerie, elle arrive quand dans votre parcours ? Elle arrive... En fait, elle arrive lorsque je suis retourné aux États-Unis pour des cours à Woods Hole, qui est une sorte d'université d'été où se réunissent beaucoup de biologistes aux États-Unis, où il y a des cours de formation très intéressants. Et là, j'ai fait la connaissance des pionniers de cette révolution dans l'imagerie. Et j'ai même travaillé avec certains d'entre eux. Donc ça m'a beaucoup influencé, effectivement. Oui, je vous parle de ça parce que c'était il y a 50 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'était les débuts d'une discipline. C'est ça. Ça a commencé dans les années 70-80. Où effectivement des gens ont commencé à mettre l'optique avec l'électronique, l'analyse d'images. Donc ça date de ces années-là. Et votre légende dit que pour vous, ça a commencé avec une caméra de banque. C'est vrai. À cette époque-là, quand j'ai cherché à faire de l'image par image en France, le seul appareillage disponible, c'était effectivement ces bandes magnétiques qui étaient du matériel de banque japonais qui permettaient de faire ces enregistrements. Vous êtes toujours posé des questions existentielles sur le sens de la vie, sur la naissance de la vie, ou c'est arrivé plus tard ? Oui, je crois que, oui, d'un point de vue philosophique, pour moi, je vois les choses de façon biologique. Oui. Alors, écrire un livre sur les cellules, c'est pas anodin. On disait hors antenne que finalement, les gens connaissent mal les cellules. La plupart des cellules qu'ils connaissent, ce sont les cellules cancéreuses. C'est à ce moment-là qu'ils en entendent parler, finalement. Et vous êtes plongé dans les cellules en voulant faire un livre à destination du grand public et pas pour les professionnels, et faire ce qu'on appelle de la simplexité, c'est-à-dire expliquer simplement ce qui est quand même pas très simple, avec beaucoup de concepts. Dans l'état actuel des connaissances, est-ce que votre livre relève de la certitude ou de scénarios plausibles ? Des deux. Je pense que certaines connaissances qui sont transmises dans le livre sont solides, sont vraiment le socle de ce que les étudiants et les chercheurs en biologie connaissent pour être, disons, non discutables. Et puis d'autres aspects, comme par exemple les origines de la vie. Là, il y a beaucoup de spéculations. Alors, il y a des spéculations majoritaires. On peut voir les mouvements qui rassemblent, disons, une grande quantité de chercheurs. Mais il y a quand même toujours des voix un petit peu dissonantes qui se font entendre. Et après tout, on ne saura jamais parce qu'on n'a pas de fossiles de cette époque. Voilà. Donc, on est forcé de faire de la spéculation. C'est pas si différent de Big Bang dans une certaine mesure parce que effectivement, c'est une construction à partir de choses que l'on pense solides. Et ce sont des spéculations. Le Big Bang, c'est 13 ou 14 milliards d'années. Voilà. L'apparition de la vie, c'est plus tard. C'est plus tard, mais c'est peut-être plus tôt, parce qu'on ne sait pas, ça c'est une chose majeure, on ne sait pas si la vie est arrivée sur Terre d'ailleurs. Et c'est une des questions qui se posent. Sans réponse pour l'instant. C'est sans réponse pour l'instant. Ouais. Voilà. Quelles sont les découvertes qui, selon vous, ont fait le plus avancer la compréhension qu'on a de l'apparition de la vie sur Terre ? Je pense que c'est tout le faisceau d'expérimentations qui sont faites sur les molécules, sur la façon dont les molécules sont capables de se transformer en d'autres molécules, ce qu'on appelle le métabolisme, dont une partie est clairement peut se passer de façon chimique sur des surfaces de mica ou sur des surfaces. Il y a un certain nombre de transformations chimiques qu'on pensait être seulement se dérouler dans la cellule, qui peuvent se dérouler même à l'extérieur de la cellule. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Et puis, il y a évidemment toute cette sophistication de la génétique qui permet de remonter dans le temps et de voir l'évolution des gènes jusqu'à des périodes très, très ancestrales.
Mais le métabolisme, c'est pas récent. Hein. Non. La découverte du métabolisme, pour le coup, c'est pas du tout récent. C'est pas récent, mais les chimistes font progresser ce domaine de façon importante en montrant que certaines réactions peuvent se dérouler hors des cellules et donc qu'il pourrait y avoir une sorte de métabolisme primitif acellulaire qui aurait été coopté par les premières cellules peut-être. Ça, c'est une des hypothèses probables. Alors le mot cellule, avant de l'employer pour les cellules dont on parle ce matin, on l'a employé pour des cellules des prisons ou des cellules de moines. Oui, c'est l'origine du mot. Ouais. C'est cet Anglais qui a compris qu'il y avait des petites partitions dans des tranches de liège qui ressemblaient à des petites cellules de moines ou de prisonniers. Et c'est de là que le mot cellule a été adopté ensuite par tous les gens qui se sont intéressés à ces unités élémentaires du vivant. Alors là, on est au XVIIe siècle. Hein. Tout à fait. Entre XVIIe et XIXe siècle, c'est disons une maturation assez lente de la théorie cellulaire, où il y a beaucoup de participants, en particulier en Europe, évidemment. C'est pratiquement une découverte européenne. Alors aujourd'hui, l'idée dominante actuelle est celle d'une cellule ancestrale baptisée LUCA. Alors LUCA, c'est un acronyme, comme on dit aujourd'hui, hein. Vous qui parlez anglais couramment. The Last Universal Common Ancestor, c'est une dénomination qui a été adoptée il y a 20-30 ans par les gens qui travaillaient dans ce domaine et qui est partout dans les publications. Et je suis très surpris que cet acronyme n'ait pas pénétré dans le public, parce que Big Bang, c'est un peu le Big Bang des biologistes, en quelque sorte. Alors il y a LUCA et il y a LECA. Voilà. C'est sa petite sœur. Mais là, on est en train de parler de LUCA. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y a LUCA, il faut quand même expliquer aux gens en quoi ça fonctionne. Hein. LUCA fait partie des prototypes de cellules qui ont émergé, les protocellules. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les protocellules ? Les protocellules, ce sont les cellules originelles. Il y en avait peut-être de plusieurs types au début, et seul LUCA semble avoir donné une descendance qui est parvenue jusqu'à nous. Donc, c'est l'idée, c'est que toute la vie sur la planète actuellement a pour origine LUCA. Il y a un code génétique, il n'y en a pas 36. Il y a les mêmes molécules qui sont utilisées, en particulier l'ADN, par tout ce qui vit. Donc, la conclusion que les gens ont tiré de tout ça, c'est qu'il y avait eu un ancêtre originel, probablement parmi d'autres qui n'ont pas tenu la route, je suppose. Oui, qui ont été éliminés. Oui. Mais LUCA a eu des descendants. Tout à fait. Les bactéries et les archées. Bactéries qui sont connues de tout le monde, et les archées qui ne sont connues de personne. C'est très surprenant. Archée, comme son nom ne le dit pas à la radio, ça s'écrit A-R-C-H-E-E. Ouais. Et ça a été découvert alors assez récemment en Australie. Non, pas en Australie. C'est pas dans les volcans ? Non. Ça a été découvert il y a maintenant une cinquantaine d'années, dans les années 1980, quarantaine d'années, par des biologistes moléculaires qui se sont aperçus en fait qu'il y avait autre chose que des bactéries. Au début, on a pensé que c'était des sortes de bactéries encore plus anciennes qui vivaient dans des environnements extrêmes. C'est quand on a analysé les organismes qui étaient dans des environnements extrêmes, les volcans, les geysers, des environnements dont on pense que la vie est difficile dans ces environnements, mais il y a de la vie, il y a des microbes, et il y a en particulier deux grandes sortes de microbes. Il y a les bactéries et il y a les archées. Ouais. Mais les bactéries sont 10 fois plus nombreuses que les archées. Voilà. Et puis je pense que la raison pour laquelle les archées n'ont jamais été popularisées, c'est que pour l'instant, on n'a jamais découvert d'archées qui soient pathogènes. Donc elles ne nous rendent pas malades, donc on peut un peu les ignorer. Mais par exemple, quand on parle du méthane, les bactéries ne savent pas produire du méthane. Tout le méthane qui est produit par des archées.
Au point de vue photosynthèse, par exemple, les bactéries savent faire la photosynthèse, les cyanobactéries, qui polluent nos plages et nos rivières, très souvent. Par contre, les archées ne sont pas capables de faire la photosynthèse. Donc il y a des différences très grandes dans ces deux familles. Et les archées devraient être connues parce qu'en fait, la théorie principale de notre origine, c'est-à-dire du type de cellules dont nous sommes faits, c'est que des archées auraient coopté, englobé, peut-être absorbé des bactéries qui sont devenues nos usines à énergie, nos mitochondries. Donc ça, c'est vraiment la pensée majeure actuellement des biologistes. À votre santé. Avec mon invité aujourd'hui, Christian Serdec, qui est biologiste et qui vient de publier Les cellules, une histoire de la vie aux éditions Humer. Alors c'est un livre scientifique, mais c'est aussi un livre d'art, puisqu'à l'intérieur on retrouve vos dessins. Vous avez fait, vous savez combien de dessins vous avez réalisés pour ce livre? Bien, en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à dessiner en même temps, et j'ai fait, soit je faisais un texte et un dessin, soit je faisais un dessin puis un texte. Donc ça m'a beaucoup aidé à mettre les choses ensemble, et j'ai essayé de faire résonner les textes avec les dessins, en adoptant une sorte de charte graphique où les choses sont représentées de la même façon. Les chromosomes sont toujours bleus, voilà. Donc c'était un petit peu ce que je me suis fixé comme exercice. Ouais. Alors, la ligne de conduite. Alors, les récits de l'origine de la vie. Quand on se pose la question comment est apparue la vie sur Terre, on commence par quoi? On commence par il était une fois il y a 4 milliards d'années. C'est quoi le début? Oui, ce serait pas un mauvais début. Il était une fois il y a 4 milliards d'années, oui, c'est tout à fait. Au fond des océans, dans des milliards de microchambres. Ça vous arrange, vous, au fond des océans, finalement? Parce que c'est une des théories, c'est que c'est une des théories, que voilà, la vie apparaisse au fond des océans, dans les abysses. Dans les abysses, oui. C'est surtout ce qui me plaît dans cette idée, c'est le fait qu'il y a des milliards de microchambres avec des surfaces qui peuvent catalyser, disons faciliter une multitude de réactions chimiques pendant très longtemps. Donc si on pense qu'il y a eu des assemblages moléculaires qui petit à petit ont formé grosso modo ce dont les cellules avaient besoin, c'est-à-dire un métabolisme, c'est un endroit qui serait propice, effectivement. Il y a une énergie constante qui sort de des entrailles de la Terre, qui est filtrée par ces microchambres, et une profusion de métaux et de molécules qui ne demandaient probablement qu'à s'assembler. Et donc les premières traces de la vie, donc c'est, comme on disait tout à l'heure, voilà. C'est une hypothèse que j'ai trouvée la plus plausible parmi les idées qui ont été émises par les gens qui travaillent dans le domaine, oui. Alors il n'existe pas qu'un seul type de cellules sur Terre. Non. Il y en a plusieurs. Voilà. Au moins 2. Oui, au moins 2, qui ont des noms un peu barbares, prokaryotes, eucaryotes. Alors c'est quoi la différence Alors la différence essentielle, c'est que les prokaryotes, ce sont les bactéries et les archées, c'est-à-dire les micro-organismes, qui n'emprisonnent pas leurs chromosomes dans un noyau. Et puis les eucaryotes, à la différence des bactéries et des archées, ce sont les cellules comme nos cellules, une cellule de tous les animaux, toutes les plantes, qui renferment leurs chromosomes dans un noyau, ce qu'on appelle un noyau, et qui ont plusieurs chromosomes aussi. C'est une autre particularité. Voilà, quand on parlait de l'ECA tout à l'heure, eh bien c'est l'ancêtre. Voilà, alors l'ECA, effectivement, ouais. C'est l'ancêtre des eucaryotes. Voilà. Alors ça, c'était jusqu'à ce qu'on découvre une bactérie géante. Oui, je pense que c'est récent, ça. Oui, c'est récent. Ça remet peut-être pas vraiment en question cette chose-là, parce que on en sait trop peu pour l'instant sur cette bactérie géante, mais ça, quand même, ça va en l'encontre de l'idée que
les bactéries sont forcément toutes petites, qu'elles n'ont qu'un chromosome, parce que ces grosses bactéries ont beaucoup de chromosomes, et ces chromosomes, en plus, elles sont dans des sortes de... On n'ose pas les appeler les noyaux pour l'instant, mais des pépins, comme les auteurs les ont appelés. Et puis elles ont des membranes à l'intérieur, ce qui est généralement pas le cas des bactéries, mais plus on travaille sur les bactéries, plus on découvre qu'il y a des exceptions à la règle. Donc c'est pas si surprenant que ça. Il y a probablement un continuum. Alors c'est vrai que les bactéries ont eu longtemps mauvaise réputation, alors qu'elles ne sont pas toutes pathogènes. Non, pas du tout. Oui. Les bactéries sont nos amis. Oui, absolument, absolument. On en a 2 kilos dans nos intestins et sur notre peau, et on ne pourrait pas vivre sans. Pour reprendre un mot à la mode que vous citez, le microbiote. Le microbiote, oui. Quelle similarité entre les cellules des plantes et des animaux? Est-ce qu'elles sont similaires? Elles sont similaires dans le sens qu'elles sont des cellules dites eucaryotes, donc qui séquestrent et qui protègent leurs chromosomes à l'intérieur d'un noyau, mais elles sont dissimilaires en ce que les plantes sont capables de capter l'énergie du soleil et de faire la photosynthèse. Donc ça, c'est vraiment une distinction fondamentale, parce que les cellules des animaux, elles doivent se nourrir d'autre chose que de la lumière du soleil. Voilà. Tandis que les plantes ont une certaine autonomie due au fait qu'elles peuvent transformer la lumière du soleil en énergie cellulaire. Le métabolisme est différent, finalement. Voilà. Oui, aussi, pas mal de différences métaboliques. La rigidité aussi des cellules de plantes par rapport aux cellules animales qui sont très flexibles et mobiles. Ce qui rejoint un peu ce que sont les animaux et les plantes. Donc il y a effectivement de grandes différences, mais c'est vrai aussi des champignons, des algues, qui sont les autres catégories de cellules eucaryotes. Les algues qui ont des vies sexuelles. Oui, parce que moi j'ai appris ça dans votre livre, que les algues avaient une vie sexuelle. Mais évidemment, la sexualité a été inventée par les eucaryotes. Donc ça date de 2 milliards d'années environ, ou peut-être même plus, dans le sens où effectivement il y a des cellules, disons de façon caricaturale, mâles et femelles, ou des cellules différentes qui font des recombinaisons qui sont l'essentiel de la sexualité. Donc il y a des algues mâles et femelles. Et voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pour la reproduction, donc finalement, voilà. Tout à fait. On doit à Darwin ce qu'on ne sait pas forcément, ce qu'on appelle les arbres de vie. Oui. Les arbres de vie, on continue à en faire aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on appelle un arbre de vie et qu'est-ce qu'on trouve dessus? Un arbre de vie, de façon caricaturale, c'est un tronc où on commence avec justement l'euca, les bactéries, les archées, enfin les cellules les plus élémentaires, et puis ensuite des cellules eucaryotes, et puis ces cellules eucaryotes, comme je l'ai mentionné, elles ont fait les animaux, les plantes, les algues, les champignons. Donc c'est tous ces embranchements. C'est pour ça qu'on appelle ça un arbre, parce que à cause des embranchements. Maintenant, on s'est aperçu, évidemment, avec l'analyse des gènes permet de faire des arbres de façon beaucoup plus fine qu'autrefois. Qu'est-ce qui a changé donc dans les arbres qu'on fait aujourd'hui par rapport à la façon dont Darwin les faisait? C'est les connaissances de l'évolution des gènes. Ça permet d'avoir des notions de temps beaucoup plus fines, de savoir quel était l'ancêtre commun de différents types d'organismes. Ça permet de savoir quels organismes ont disparu, quels organismes sont passés à travers les différentes extinctions, etc. Donc c'est une connaissance qui s'affine de plus en plus en fonction de l'évolution des connaissances des gènes et des protéines en particulier. C'est important de comprendre le phénomène d'extinction. Hein. Tout à fait, tout à fait. On sait qu'on a eu dans les dernières 800 millions d'années au moins 5 grandes extinctions, et que probablement on est dans début d'une extinction
probablement causées par l'homme. Mais il y a eu aussi des extinctions beaucoup plus lointaines, puisqu'il y a un événement dont je parle dans le livre qui est la Terre boule de neige, par exemple. La Terre a gelé complètement il y a plus de 2 milliards d'années. Et les micro-organismes qui étaient présents à ce moment-là ont certainement, une grande partie de ces micro-organismes ont disparu. Certains sont passés à travers, comme à chaque extinction. Il y a des organismes qui passent à travers. Par exemple, les dinosaures sont l'exemple le plus connu. Il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont subi une extinction majeure, mais il y en a qui sont passés à travers et qui ont donné finalement les oiseaux. Les oiseaux sont les descendants qui sont passés à travers l'extinction des dinosaures. Alors, de quoi nos cellules sont-elles composées ? La matière vivante. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la matière vivante ? La matière vivante, ce sont surtout des protéines, des acides nucléiques, des graisses et des sucres. Alors, ce sont une pléthore de molécules très complexes. En particulier, les protéines et les acides nucléiques sont des macromolécules, de très grosses molécules. Et qui sont capables d'interagir les unes avec les autres dans des phénomènes extrêmement bien orchestrés. Parfois on comprend l'orchestration, parfois on a du mal à comprendre vraiment les règles qui régissent tous ces assemblages. Voilà. Alors ça, c'est un peu comme les archées et les bactéries tout à l'heure. L'ADN est très connu, mais l'ARN n'était pas très connu. On a beaucoup parler de l'ARN au moment du Covid, et notamment de l'ARN messager. Et on a découvert, le grand public a découvert l'ARN. Oui, tout à fait. Je suis très content que l'ARN ait finalement repris sa place, puisque c'est le messager entre le message qui est dans l'ADN et puis les protéines. Donc l'ARN est un composant extrêmement important de cette chaîne du code génétique. Et le malheureux avait été oublié, l'ADN prenant toute la lumière. L'ARN avait été oublié, il a été ressuscité, disons. Grâce au vaccin. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est grâce au vaccin, mais en tout cas on en a beaucoup parlé avec ces vaccins à ARN messager. Oui, on a eu vraiment un événement important dans la connaissance publique, oui. Tout à fait. Alors, il y a un chapitre sur les virus, d'ailleurs, dans votre livre. Les virus ne figurent pas dans les arbres de vie. Pourquoi est-ce que les virus sont absents des arbres de vie ? Parce que on dit que les virus ne sont pas vivants. Alors ça, c'est une vraie question, franchement. Oui. C'est un peu une question disons, elle est mal posée, parce que effectivement, un virus n'est qu'un assemblage de protéines et d'acides nucléiques, ARN ou ADN, mais n'a pas de capacité de reproduction par lui-même. C'est pour ça que, évidemment, dans les propriétés du vivant, il faut pouvoir se reproduire. Donc le virion, parce qu'en fait, la forme comme celle qu'on a représentée lors du Covid, faite d'un assemblage de protéines et d'acides nucléiques, techniquement, c'est un virion. Alors, virion, c'est quoi ? C'est une particule virale. Voilà. D'accord. Ouais. Mais lorsque le virus rentre dans une cellule, alors il devient vivant. Voilà. Donc, on peut dire que les virus sont vivants. Je crois que ils ont juste besoin d'un vecteur. Oui, ils ont juste besoin. Ce sont des parasites. Ouais. Alors, évidemment, certaines personnes pensent que peut-être les virus étaient des cellules ancestrales qui auraient perdu cette capacité de se reproduire pour devenir des parasites. C'est une hypothèse intéressante. C'était peut-être aussi des entités qui ont précédé la première cellule, puisque ce sont des assemblages de matière du vivant. Donc effectivement, et c'est là qu'une expédition comme celle que nous avons organisée, Tara Océan, était intéressante, parce que dans les échantillons, il y a des virus vraiment ancestraux. C'est-à-dire, on est remonté, on a eu un partenaire américain qui a fait un travail formidable
pour montrer qu'il y avait un virus qu'il a nommé Taraviricota, qui est probablement le virus le plus ancestral qu'on connaisse pour l'instant. Donc il y a là aussi, on remonte dans le temps, donc c'est comme les arbres de vie. Il y a des arbres de vie de virus. Ouais. Mais là, vous êtes allé sur toutes les mers pendant combien d'années ? L'expédition a commencé en 2009, l'expédition Tara Océan elle-même jusqu'en 2015. Et puis depuis, d'autres expéditions ont succédé à cette expédition initiale avec, disons, des technologies assez semblables à l'expédition originale. Et actuellement, le bateau est en train de faire le tour de l'Europe en prenant des échantillons côtiers. Voilà, et nous avons le plaisir d'écouter avec nous aujourd'hui Christian Sardet, biologiste. Je vous demandais hors antenne si vous aviez été oscarisé, mais vous avez un de vos clips qui est allé aux Oscars à Los Angeles. Oui, effectivement, c'était une histoire intéressante. C'était l'année, en fait, où il y a eu toute une polémique aux Oscars sur la représentativité des minorités. Des minorités, ouais. Voilà. Et il se trouve que cette année-là, Géralf, qui est un compositeur, et Anthony, qui a changé son nom pour Anony, un chanteur assez extraordinaire, transgenre, avait été repéré et sélectionné parmi les 5 finalistes pour une chanson sur une ode en fait à l'extinction, aux extinctions de Anthony, pour un film qui s'appelle Racing Extinction. Et ils ont été sélectionnés et ils se sont arrangés, les organisateurs se sont arrangés pour exclure Anony pendant que la personne transgenre, qui est un personnage tout à fait incontrôlable, pendant que cette polémique avait lieu. Seul, je crois, le Washington Post a découvert ce qui s'était passé en réalité, mais autrement, ils ont réussi à écarter ce personnage dont ils ne savaient pas exactement. C'était quand même il y a 5, 7, 8 ans. On dit toujours que les États-Unis sont un peu en avance et qu'à Los Angeles, ils sont super tolérants. C'était le début, je pense, de l'exposition des gens transgenres au point de vue médiatique. C'était vraiment le début. Or, Anthony, c'est un personnage qui peut vraiment dire ses 4 vérités. Oui. On est dans une époque où c'est pas toujours facile de dire ces 4 vérités. Voilà. Et la raison pour laquelle ils nous avaient choisis, c'est qu'ils avaient composé cet hymne à la biodiversité et aux extinctions en regardant un document que nous avions fait pour le site américain TED qui s'appelle Secret Life of Plankton. Donc, ils nous avaient demandé de faire un clip qui soit très proche de ce qui les avait inspirés. Voilà. Qu'on trouve, vous googlez, on le retrouve sur Internet aujourd'hui. Vous pouvez voir. Oui, c'est ce qui prouve d'ailleurs que si on veut faire connaître le plancton, peut-être que la meilleure façon, c'est de s'associer à des artistes musicaux. C'était une grosse surprise. Vous avez fait un très beau livre, même plusieurs livres sur le plancton. D'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Très beau livre. On parlait des virus tout à l'heure. Parmi les choses qui ne sont pas super connues en France, et moi ça m'étonne qu'on n'en parle pas beaucoup, et vous en parlez dans votre livre, c'est ce qu'on appelle les bactériophages. Oui. Qui sont quand même peut-être l'avenir de l'antibiorésistance. Comment est-ce que vous expliquez qu'on parle aussi peu des phages, ce qu'on appelle les phages de façon raccourcie, mais des bactériophages? Oui, parce que les bactéries, comme tous les types de cellules, ont leur propre phage ou leur propre virus. Phage, c'est pareil, c'est virus. Donc, ils ont leur cohorte de virus. On estime qu'il y a au moins 10 virus par cellule. Donc, on baigne effectivement au milieu des virus. Et ces phages sont capables de détruire des bactéries. Certains phages ne sont pas des destructeurs, mais d'autres sont des destructeurs. Et donc, on pense qu'une alternative qui est déjà utilisée, d'ailleurs, dans certains cas d'antibiorésistance, quand des gens ont des
bactéries extrêmement agressives qu'on ne peut pas tuer avec les antibiotiques, on peut faire appel à ces techniques de phage, c'est-à-dire injecter des virus qui vont en fait détruire les bactéries agressives. Ces techniques ont été développées dans les pays de l'Europe de l'Est et la Russie de façon plus active que dans les pays occidentaux. Oui, le centre mondial des phages, c'est la Géorgie aujourd'hui, à Tbilissi. Tbilissi, c'est la capitale mondiale des phages. Et évidemment, considérant la menace de l'antibiorésistance, le fait que certains antibiotiques pourraient perdre leur capacité à tuer les bactéries pathogènes, il y a une résurgence de cette recherche sur les phages. Ça veut dire constituer des bibliothèques de virus qui sont capables de détruire les formes les plus agressives des bactéries pathogènes. Oui, la France est l'inventeur des phages, mais découvreur des phages, mais au pays de Pasteur, il fallait en choisir un, et c'est Pasteur qui a été choisi. Enfin, c'est peut-être un raccourci que je fais, mais... Oui, c'est un raccourci, mais la France a participé effectivement à cette découverte importante. Oui, des phages. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle aussi de la raréfaction de certaines souches d'antibiotiques. Aujourd'hui, on le voit dans les pharmacies, avec des pénuries, donc effectivement c'est intéressant de s'y intéresser. Et puis aussi la façon stupide dont on a utilisé les antibiotiques pour élever les animaux, par exemple, pour stimuler la croissance des animaux, fait qu'on a beaucoup de résistance aux antibiotiques. Puisqu'on en ingère à l'insu de notre plein gré, comme on dit. Une des questions qui vous taraudait depuis que vous étiez petit, c'est comment un spermatozoïde rencontre un ovocyte. Et finalement, vous expliquez quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un orage de calcium, un tsunami de calcium. Oui, j'ai travaillé sur ces questions moi-même. Effectivement, l'inondation par le calcium est une sorte d'interrupteur général qui stimule l'ovocyte à devenir un embryon. Et c'est un phénomène quasi général, et on s'est aperçu en fait que ça a été découvert effectivement sur la fécondation dans les années 1970-1980, et puis on s'est aperçu que c'était la même chose pour des hormones, pour tout un tas de stimulations sont en fait des stimulations, un envahissement de la cellule transitoire, ça dure pas longtemps en général, qui est comme un interrupteur général, on pourrait dire, et qui permet à la cellule de démarrer et de se transformer. Donc pour un ovocyte de se transformer en un embryon, pour une cellule hormonale de faire ce qu'il faut pour effectivement répondre à l'hormone, etc. Donc c'est des phénomènes très importants qui ressent, un tsunami de calcium. J'étais passionné par le passage sur l'hérédité, mais toutes ces questions, finalement, qu'est-ce qui transmet notre information héréditaire d'une génération à l'autre ? Évidemment, une réponse simpliste, c'est l'ADN. Mais ça, c'est simpliste. Oui. Et quel est le pourcentage de notre ADN qui, justement, pourrait transmettre l'hérédité ? Disons, l'ADN de votre père et l'ADN de votre mère sont essentiels pour ce que vous êtes. Mais évidemment, avec le temps, on s'est aperçu qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire des influences sur les gènes qui viennent de l'environnement. Donc ces aspects-là sont en train d'être travaillés très activement. On en sait plus en fait chez les plantes que chez les animaux, au niveau des phénomènes et des mécanismes de l'épigénétique. C'est-à-dire l'influence de l'extérieur sur la modification de notre capital génétique. Voilà. Alors on revient à des idées, disons, Lamarck a été beaucoup moqué pour ces idées qui ont été un peu caricaturées, le coup de la girafe. Qu'est-ce qu'il disait sur le coup de la girafe ? Qui s'allongeait, mais bon,
c'est certainement pas ce genre d'exemple qu'il faut prendre, mais je crois qu'il avait perçu que l'environnement avait une influence sur l'hérédité, qui a ensuite été un petit peu... avec Darwin, c'est passé un petit peu à la trappe, et puis c'est en train de revenir très fort. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la façon dont nos cellules vieillissent ? Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Oui, bien sûr, parce que en fait, ce vieillissement a été vraiment redécouvert, on peut dire, de deux façons. D'abord avec les cellules qu'on a mis en culture dans des boîtes de pétri. On s'est aperçu en particulier que si on prenait des cellules qu'on cultive dans une boîte, ce qu'on peut très bien faire, elles se multiplient, mais elle va se diviser peut-être 40, 50 fois, et puis elle va mourir. Et cette mort est une mort cellulaire programmée, comme on l'appelle, c'est-à-dire que c'est pas un processus comme ça aléatoire. Il y a tout un programme pour une sorte de suicide, en fait. Ce qu'on appelle l'apoptose. Oui. Mais il y a d'autres mots maintenant parce qu'il n'y a pas qu'une seule type de mort cellulaire programmée. C'était celle qu'on a découvert au début. Et puis l'autre... Alors, autophagie, nécrotosis, mitoptosis, oui, y a pyroptosis. Alors, oui, ça fait maladie de la peau, tout ça, un peu. Oui, parce que ça dépend des acteurs principaux. Certains mettent en jeu plus les usines à énergie, les mitochondries, d'autres éléments de la cellule. Donc, on leur a donné des noms différents à cause de ça, des mécanismes, pour distinguer les catégories de morts. Mais est-ce qu'on pourrait justement retarder le Oui, alors l'autre aspect, c'est qu'on qu'on s'est aperçu, et c'est une histoire assez intéressante, avec les cellules HeLa, qui étaient en fait extraites d'une tumeur d'une femme d'origine afro-américaine, dans les années, je crois, 70, que les cellules tumorales pouvaient, elles, par contre, se diviser quasi indéfiniment, au point que ces cellules-là continuent à être des cellules de laboratoire utilisées tous les jours par nombre de laboratoires dans le monde. Donc cette limite n'était pas... les cellules cancéreuses, justement, sont capables de passer outre cette limite de mort. Et puis l'autre chose, c'est que dans un petit ver nématode qui a été très utilisé comme modèle expérimental par les laboratoires dans le monde, on a vu que lorsque le petit ver se développait, il se développe en une journée, c'est très rapide, quelques jours au maximum pour avoir un ver mature, c'était toujours les mêmes cellules qui mouraient au même moment, etc. Donc c'était vraiment programmé. C'est vraiment programmé. Voilà. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'on pourrait savoir quelle est la durée de vie d'une cellule ? Oui, tout à fait. Voilà. Et on peut évidemment manipuler ces aspects-là en faisant des manipulations des gènes, parce que c'est des gènes clés qui sont activés pour faire ces morts, et on peut effectivement les perturber ou les activer dans des cellules qui normalement ne devraient pas mourir sitôt, et voilà. Donc il y a beaucoup de manipulations de ce type-là qui sont en train d'être faites. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris dans votre livre. Qui c'est qui a appelé les gènes ? C'est quoi ? C'est un Italien ou pas ? Ah oui. Vous voyez, bon, il faudra non. C'est le Danois Johansson. Voilà. Le Danois Johansson. Ouais. Ça sert à rien, mais c'est un soir, vous pouvez un soir de réveillon, si vous voulez faire un peu genre. J'avais même oublié. J'ai de la culture de Saint Danois Johansson qui a inventé les gènes. Oui, je fais une petite. Parfois, je me suis lancé dans quelques petites histoires historiques, oui, parce que c'est intéressant. Mais moi, j'aime bien ça. Oui. Savoir d'où viennent les mots, c'est fondamental. Tout à fait. Et aussi, c'est les étapes. Par exemple, le cancer, j'ai peut-être lu pendant un mois tout azimut sur le cancer, et puis j'étais tellement
submergé d'informations que je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter en une page, vraiment. Et je me suis dit, mais peut-être je devrais raconter comment nos idées sur le cancer ont évolué depuis leur découverte autour des années 1900, parce qu'on est passé à travers différentes étapes. Donc finalement c'est ce que j'ai choisi, c'est de faire une espèce de chronologie des idées. Bien. Et parmi les mots que vous utiliserez avant la fin de cette émission, c'est le mot holobionte, parce qu'on est tous des holobiontes à microbiote. Oui. C'est de la provocation. Alors c'est un mot effectivement barbare, mais qui a été adopté par les biologistes qui travaillent sur cet aspect, c'est-à-dire aucun être vivant n'existe par lui-même. Voilà. On est tous des écosystèmes. Voilà. Nous. C'est ça que ça veut dire holobionte ? Voilà. Ouais. En fait, c'est les composants de cet écosystème. Donc, on est constitué de bactéries, d'archées, on a aussi des levures sur notre corps. On a des petites mythes. On a tout un écosystème. Et on est un holobionte composé de beaucoup de biontes. Voilà. Et je pense que un peu comme microbiote, je pense qu'avec le temps, ce terme probablement va passer dans le public. Oui, il va s'imposer. Oui, mais ça va prendre du temps, parce qu'effectivement, c'est un mot un peu barbare. Et ils avaient beaucoup hésité parce qu'ils parlaient de super-organisme. Or, le mot super-organisme était déjà pris par les insectes sociaux, voilà. Donc, ils se sont rabattus sur un autre terme. Bien. Tous les mots ont une histoire. Alors je rappelle que vous publiez, Christian Sardet, Les cellules, une histoire de la vie aux éditions Ulmer. C'est un livre scientifique, mais c'est aussi un objet d'art. C'est un très très beau livre. Donc si vous voulez faire un cadeau qui ait du sens et qui soit beau, vous savez, les livres qu'on met sur une table et que les gens vont feuilleter, ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est ça ? Ils vont rentrer dans cette histoire qui est passionnante, l'histoire des cellules, et vous allez voir, vous en prenez plein la vue. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous rencontrer. C'est un bonheur, un plaisir de vous écouter. Partage de connaissances. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission, et vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci Christian Sardet. Merci vous. Alors vous retournez dans votre village qui s'appelle La Gaude. La Gaude. Quelques encablures de Nice. Et passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.